Bienvenue dans l'univers de Partir au féminin, le podcast qui explore les pensées et émotions des femmes expatriées, ainsi que de celles qui rêvent de sauter le pas. Expatriée depuis plusieurs années en Malaisie, j'ai moi-même traversé diverses étapes émotionnelles qui ont façonné ma perspective sur la vie à l'étranger. Ces expériences m'ont appris que nous sommes tous un peu émotionnellement déstabilisés lorsque nous sortons de notre zone de confort. Au fil de mes échanges avec d'autres expatriés, j'ai découvert que nos parcours individuels sont uniques, mais nos émotions et nos défis sont souvent partagés. À travers des récits authentiques, des introspections, dans un processus de force ou d'épreuve, nous allons explorer ensemble ces montagnes russes émotionnelles en donnant la parole à des femmes formidables qui ont elles aussi cheminé à travers ces eaux parfois tumultueuses de l'expatriation. Aujourd'hui, plongeons dans l'univers de Maureen, une expatriée ayant exploré plusieurs pays d'Asie au fil des années. Elle nous offre un regard unique sur son parcours. Elle nous partagera le plus grand défi qu'elle a relevé dans sa vie en nous expliquant contre qui ou contre quoi ce défi était dirigé. Maureen a courageusement abordé ses crises d'angoisse liées à l'expatriation, une traversée sincère des moments difficiles et des émotions intenses qu'elle a traversées. Ensuite, Maureen nous parlera de ses rêves qu'elle aimerait réaliser, mais qu'elle espère voir se concrétiser un jour. Restez à l'écoute pour découvrir l'histoire captivante de Maureen, une exploratrice du monde et de sa propre existence. Je m'appelle Maureen, j'ai 37 ans, je vais sur ma 38e année cette année. Et on habite à Kuala Lumpur avec Anthony, mon mari. On a 2 enfants, donc 7 ans et 5 ans. Et je suis pâtissière à Kuala Lumpur. Donc voilà, je sais pas qu'est-ce que je peux dire. C'est pas grave, ouais. Voilà, donc alors Anthony travaille en ligne. Donc voilà, en fait venir en Malaisie c'était un projet familial. Donc Anthony lui travaille en ligne sur Amazon. Et moi j'avais pour projet en gros de venir créer mon business dans la pâtisserie en Malaisie. Donc ça, c'était un peu le projet de notre famille après un retour d'expatriation de 3 ans et demi en France. Donc, on a vécu à Singapour pendant plusieurs années, on a vécu au Cambodge pendant plusieurs années et on a fait un retour de 3 ans et demi en France. Donc ce retour, je l'ai très mal vécu, mais on avait un objectif du coup de repartir en Asie. Et pour repartir en Asie, je me suis dit, je vais me former dans la pâtisserie. Le plus grand défi que tu as eu dans ta vie, c'était contre qui, contre quoi ? Alors justement, le plus grand défi que j'ai eu dans ma vie, c'était contre moi-même, en fait, on va dire. C'était plus un challenge que je m'étais lancé pendant ce retour de 3 ans et demi qu'on a fait en France, c'était d'être enceinte, d'accoucher, d'avoir un petit poupon et se dire que je vais reprendre l'école, je vais reprendre un CAP dans la pâtisserie. Donc c'est me lever le matin à 4h40 pour commencer à 5h20, ne pas faire de nuit parce que forcément j'ai un bébé, donc la nuit, les nuits sont courtes, faut l'allaiter. L'allaiter avant de partir à l'école, faire du coup le laboratoire et la théorie et la pratique, rentrer le soir à 19h et avoir des montées de lait jusqu'à n'en plus finir, comme je disais, jusqu'à la gorge et essayer de tirer son lait entre-temps, si on y arrive. Parce que c'est pas toujours évident de devoir tirer son lait entre deux dans la voiture, se cacher des autres, etc. Et ça a duré pendant 10 mois. Donc c'est une formation qui était longue, intense, pour essayer donc de faire un CAP, pour essayer d'avoir un projet dans la pâtisserie, pour justement pouvoir se réexpatrier et revenir en Asie. Ça restait quand même une passion, la pâtisserie, c'est pas quelque chose que j'ai fait en me disant il faut absolument que je fasse ça parce que je veux retourner en Asie. C'était pas non plus ça le but, c'était je fais quelque chose qui me plaît déjà de base, donc et qui pourra en plus apporter sa valeur ajoutée dans le prochain pays d'expatriation. Et la pâtisserie française, dans n'importe quel pays où on va, c'est quand même quelque chose qui est très reconnu, qui est réputé et que la plupart des Français recherchent à l'étranger, quoi. Ce retour en arrière, tu l'as vu comme un échec ? Complètement. Alors je vais pas le prendre comme ça parce qu'en fait c'était plutôt Anthony qui avait arrêté son contrat de foot.
Il s'était blessé, donc je ne vais pas dire que c'était un échec parce que le pauvre, lui, il y est pour rien. En soi, il s'est blessé et il n'y a plus de contrat, c'est comme ça. Mais c'est vrai que de sortir de Singapour, bon, c'était quelque chose. On s'est expatrié au Cambodge. Ça reste l'Asie, ça reste un peu plus sauvage, etc. Mais on s'y est fait et on a adoré notre vie au Cambodge. Après ce retour en France, donc dans une région que je ne connais pas, une ville... tout ferme à 6h, le lundi tout est fermé, c'est compliqué, les gens aiment beaucoup chasser, ils vont à la chasse, etc. Alors que moi je viens quand même du 95. Donc si tu veux, on n'avait pas forcément les mêmes hobbies, voilà, on n'avait pas les mêmes passions, enfin on n'avait pas les mêmes choses qui nous animaient, quoi. Ou après c'était très sympa aussi, c'était on allait ramasser des champignons, voir les canards, aller à la mare, donner du pain, donc c'était très mignon. Mais voilà, quand tu sors de grandes villes et que tu rentres dans une petite ville comme ça que tu ne connais pas, t'as pas de potes, t'as pas forcément de repères plus que ça. Pour ma part, parce qu'Anthony lui il est originaire du Puy-en-Velay, pour moi c'était au début un échec. Il faut rebondir, il ne faut pas se dire faut pas se dire que la vie est terrible, etc. On était très bien, mais c'est juste que c'était une autre façon de vivre que j'ai très mal vécu au début. Mais après, en connaissant la ville, en connaissant les gens, je m'y suis fait. Et c'était finalement agréable. Quelle leçon tu en as tiré de ces 3 ans et demi ? Quelle leçon j'en ai tiré qu'en fait, on peut être bien n'importe où. On peut être bien n'importe où, dans n'importe quel endroit, n'importe quel pays, du moment, en gros, qu'on est ensemble. Ça, c'est vraiment mon truc, c'est la famille. On est ensemble, peu importe l'endroit où on est, vraiment. Pour moi, je me dis, tant qu'on reste ensemble, en bonne santé, c'est la seule chose que je retiens. C'est pas un endroit qui m'a forcément plu plus que ça, mais je m'y suis accommodée parce que je me dis on était ensemble, on était heureux, on avait de quoi manger, on avait un toit, enfin la plus belle vie finalement, quoi. Malgré le fait qu'on soit au Puy-en-Velay, c'était quand même pour moi la plus belle vie qu'on avait, ensemble, en bonne santé, de quoi manger, de quoi dormir. La chose par contre pour laquelle j'avais peur, c'était qu'on ne retourne pas en Asie. Ça, c'était réel. C'était une réelle peur parce que pour moi, c'était vraiment un objectif. De retourner en Asie, c'était finalement là où on s'est connus avec Anthony, parce que nous, on s'est rencontrés en Asie. Donc, on a fait nos débuts de relation, enfin, on a fait notre relation en Asie. Donc, rentrer en France, limite, pour nous, c'était... lui, il va retrouver ses potes, moi, j'aurai pas de potes, et on va refaire un peu notre vie en France. Donc, c'était un peu aussi, mine de rien, un challenge, finalement, de retourner en France. Et ouais, ça peut faire peur, finalement, parce que tu te dis, est-ce que mon couple, il va tenir ? Est-ce qu'on n'aura plus la même qualité de vie ? On n'aura plus le même niveau de vie ? Est-ce que tout ça, ça va résister, finalement ? Tu vois, je pense que c'est aussi un challenge de se dire, parce qu'il y en a plein, hein, retour d'Asie, les couples se séparent, parce que... on n'est plus sur la même longueur d'onde, l'autre il veut rentrer, l'autre elle veut rester, enfin tu vois, c'est un peu ce genre de truc. Et finalement, nous, ça a tenu. Ça a tenu, ça a bien marché. Qu'est-ce qui a changé depuis ton retour en Malaisie ? En Malaisie, je vois les choses vraiment différemment. Différemment, c'est-à-dire qu'avant, j'allais en Asie pour... j'étais un peu plus jeune, donc c'était regardez, moi je vis en Asie, vous êtes en France. C'était un peu ce style-là parce que on est jeune, on n'avait pas d'enfants, on kiffe la life, on va dans des soirées, on va dans des restos, etc., etc. Donc c'était un peu le m'as-tu vu en fait finalement qu'on vivait à Singapour, les soirées, etc., etc. On n'avait pas d'enfants, donc forcément on n'avait pas de contraintes. Au Cambodge, c'était différent au Cambodge parce que c'était très c'était assez sauvage, je venais d'être maman, donc j'étais plus dans, je m'occupe de mon enfant, etc. Là maintenant, en Malaisie, je me dis j'ai les deux. Maintenant ils sont grands, on s'est fait plein de potes, et j'étais beaucoup sur les réseaux par rapport donc à mon business de pâtisserie, donc je devais montrer ci, ça, etc., etc. Et poster vraiment tous les jours, même dans les stories, pour que les gens te voient, pour que les gens n'oublient pas que tu es là, pour que les gens... En gros, si tu n'apparais plus dans leur story, on t'oublie vite. Donc du coup, moi, pas de story égale pas de gâteau, égale pas de commande, pas d'argent. En gros, c'était un peu ce fil-là, quoi. Et finalement, j'ai appris depuis que je suis ici et depuis que je me suis un peu détachée de tout ça que
j'ai pas envie, en fait, finalement, de tout ça. J'ai pas forcément envie que les gens voient ma vie. J'ai pas envie de montrer. J'ai pas envie d'exposer aux gens, finalement, parce que je me dis, nous qui vivons là et qui avons la chance, justement, d'avoir une certaine qualité de vie, un certain train de vie, etc., de montrer aux gens en France, bah regardez, tenez, moi je vais ici, moi je vais là, etc. Et vous, vous êtes là, en train de râler pour les taxes, etc. Donc finalement, je trouve que c'est un mauvais équilibre et c'est plutôt même malsain, je dirais, quand tu es là en train de montrer que des belles choses et que les gens à côté, bah ouais, certes, ça les fait voyager en se disant c'est super, tu nous montres un peu comment c'est la Malaisie, etc. Mais nous, on reste quand même un peu dans notre, tu vois, dans notre quotidien un peu. Donc en fait, ça m'a changé sur cette façon de voir, c'est-à-dire n'essaie pas de montrer aux autres parce qu'avant, t'es plutôt dans le vous avez vu, il y a ci, vous avez vu, il y a ça. Mais en fait, maintenant, j'ai plus envie de tout ça. J'ai pas envie de montrer aux gens parce que d'une, je respecte les gens. Je me dis, j'ai pas en fait à faire ça, à montrer que moi, ma vie, elle est super et vous, là, c'est les manifs en France, c'est ci, c'est ça. Donc, je me dis, par respect finalement pour les gens, tu peux peut-être faire des petites stories, voilà, t'as kiffé un peu avec tes enfants ici et là, mais essayer d'en mettre plein la vue aux gens. Finalement, c'est que dalle, ça fait pitié même. Ça fait pitié. Donc, en fait, je me suis ouvert les yeux à moi-même là-dessus. Donc, j'ai disparu un peu des réseaux. Mais franchement, pour mon bien-être mental, vraiment. Je me sens mieux. Et comment est ton état mental maintenant ? Ah bah, sereine. Sereine parce que je me dis, même si j'ai arrêté ce business de gâteau, j'ai pas cette pression à me dire... oh, regardez, même si je dois montrer qu'aujourd'hui je suis partie au café, je vais vous le montrer pour que je puisse apparaître dans vos stories. Je m'en fiche. C'est-à-dire, je poste pas aujourd'hui, je poste pas aujourd'hui. Vous voyez pas ce que je fais, c'est très bien aussi. Je conserve mon intimité, je conserve ma vie, quoi, en fait. Parce que les gens, finalement, pour moi, c'est de la curiosité des fois qui est très mal placée en plus et j'aime pas finalement tout ce côté-là. Ça me ressemble pas non plus forcément de dire ouais regardez si ça etc. Mais je me dis il fallait que je le fasse un peu pour apparaître dans les stories des gens. Ah oui, je vais pas montrer mon ventilo qui tourne, tu vois, ce serait un peu nul quoi, tu vois. Donc ouais bah oui on sort, on va au café, donc je montre que là je suis au café, je montre que voilà la vie elle est comme ci, je montre que ça c'est facile etc. Je suis plus là-dedans en fait. Je poste quand j'ai envie de poster, voilà. Des moments cool, des moments agréables, mais pas pour ce waouh. C'est waouh comparé à punaise, on galère, tu vois. Plus pour ça quoi. Et finalement, depuis que je suis arrivée ici, bah j'ai envie de choses vraies. Tout comme j'ai envie de gens vrais, tu vois. Je me prends plus la tête à essayer de forcer des choses, des amitiés, etc. J'ai forcé une amitié ici au début à me dire on est complètement différentes. Pour moi, c'était une nana que je trouvais complètement perchée. Mais je me dis, elle est comme ça. Tu prends les gens comme ils sont, tu vois. Mais là, j'aurais pas dû. J'aurais pas dû parce que finalement, ça a mené à rien. Ça a amené qu'on s'est disputé, elle et moi. Ça a amené qu'on a même crié, etc. Et qu'on s'est complètement séparés, quoi, tu vois. Donc je me dis, j'ai pas envie je veux plus là, tout ce surfait, tu vois, j'aime pas. Comment perçois-tu la différence dans tes relations humaines entre ton pays d'origine et ton lieu d'expatriation ? Du coup, j'ai plusieurs amis un peu dans différents coins, donc j'en ai en région parisienne, j'en ai en Auvergne du coup, et j'en ai ici, j'en ai aussi au Cambodge, etc. Mais c'est vrai qu'à chaque endroit où on peut aller, ce sont des amis différents et des mentalités différentes. Par exemple, comme je disais, au Puy-en-Velay, j'ai beaucoup de copines qui aiment bien la chasse, qui vont à la chasse le dimanche. Voilà, chose que moi, à la base, la chasse, c'est non à la cruauté animale, tu vois, c'est ce genre de choses. Donc des fois, les snaps qu'on t'envoie le dimanche, c'est tiens, j'ai saigné un sanglier, et on t'envoie la photo du sanglier mort, tu vois. Donc c'était très différent. En région parisienne, c'était des copines avec qui j'allais faire la fête. Tu vois, j'étais jeune, pas d'enfant, j'allais faire la fête, les after-work, etc. C'était un truc de dingue et je les conserve toujours. Ces amis-là sont très précieux, tu vois. Elles, vraiment, c'est dans un petit cocon, tu vois. Et ici, c'est des amis qu'on a rencontrés. C'est qu'on a rencontré une qui ensuite nous a présenté à une autre. Ça match pas. Ça match, tant mieux. Puis en fait, on fait des rencontres plutôt au hasard, des fois dans la rue. J'ai rencontré, par exemple, Vanaya, on s'est rencontrés à Sunway Lagoon parce qu'on parlait français. Donc finalement, tiens, on est dans un pays, t'entends deux langues françaises, forcément tu vas
bah, tu vas voir la personne, tu vas un petit peu t'intéresser à elle et tu vois tout de suite, de toute façon, si ça va matcher ou si ça va pas matcher. Si tu sens qu'on est complètement différents, on n'a pas forcément même le même niveau social, parce que c'est vrai que finalement ici entre expats, t'en as qui ont des niveaux vraiment haut standard, tu vois, et nous on est plutôt des expats normaux, classiques, tu vois. Tu vas créer, je pense, ces affinités avec les gens où tu vas dire ouais, on est à peu près pareil, ça match bien, donc ouais, pourquoi pas se lier d'amitié. Et finalement, tu te rends compte que ça marche super bien, quoi. Mais ils sont tous différents. En région parisienne, j'ai mes copines où c'était la fête, etc. Au Puy-en-Velay, c'est une autre mentalité, une autre façon de faire. Et ici, alors comme je dis, ici, c'est un groupe de potes qui te tire vraiment vers le haut. Parce qu'on a tous, en gros, on est tous venus avec des objectifs, parce que c'est pas tout le monde qui veut aller s'expatrier non plus en Malaisie. On est tous venus avec des objectifs et bah, parfois se voir comme ça entre nous, on se donne des idées, on est un peu sur la même longueur d'onde, même ne serait-ce que mentalement. Et en fait, je trouve qu'on se tire tous vers le haut. On n'est pas là en train de se dire elle galère, elle ci, elle ça. Non, c'est qu'on est tous ensemble et on est très solidaires aussi. C'est ça que je trouve quand même cool. Il y en a un qui est malade, on va l'aider, on va envoyer du repas, on va faire ci, on va faire ça. T'as besoin de quoi? Je t'envoie des trucs, tu vois. C'est qu'il n'y a pas en France. As-tu eu des moments difficiles? Oui. Alors en fait, je suis passée par un moment très difficile au tout début qu'on est arrivé ici. Alors c'est très bizarre hein, parce que finalement, venir en Malaisie, c'était notre but. Tu vois, donc je me dis venir en Malaisie, si on arrive à venir en Malaisie, c'est que toi, mon chéri, tu auras atteint la liberté financière, voilà, les enfants seront bien, ils seront au lycée français, etc. Donc en soi, c'était le fameux rêve concrétisé, on est en Malaisie. Mais une fois que tu es en Malaisie, tu te dis, bah attends, j'ai pas d'amis, justement, je connais personne, j'ai mon mari, j'ai mes enfants, j'ai personne d'autre et j'ai pas de travail, tu vois, alors qu'en France, tu avais un travail. Donc à ce moment-là, j'ai eu ces fameuses crises d'angoisse qui ont commencé à venir, mais des crises d'angoisse violentes, hein, où je me disais, bah non, je sers à rien, tu sais, je contribue pas au foyer, j'apporte pas d'argent, je suis là, ouais, je m'occupe des enfants, une fois qu'ils sont à l'école, bah, qu'est-ce que je fais? Donc du coup, j'avais commencé à développer un peu des tocs où je faisais le ménage tout le temps, tu vois, tout le temps, tout et n'importe quoi, pour que je sois en activité, tu vois, pour me donner l'impression que je suis importante. Donc je fais l'aspirateur 15 fois par jour, je suis passée à 3, donc c'est, tu vois, mais je fais l'aspirateur tout le temps, je nettoyais tout le temps, etc. Mais pour me donner cette impression de je suis utile, je sers à quelque chose dans mon foyer, j'apporte pas d'argent, mais voilà. Et j'ai développé depuis ça des crises d'angoisse énormes, où t'arrives pas à respirer, t'as le cœur qui bat à fond, tu remets ça sur le vaccin Covid, ce genre un peu de trucs. Et pour ça, je suis même partie consulter. Je suis partie consulter alors j'ai vu un cardiologue, j'ai vu un neurologue, parce que je comprenais pas que c'était des crises d'angoisse en fait que j'avais. Pour moi, c'était je suis en train de faire une crise cardiaque, je suis en train de crever, quoi, tu vois, clairement, je suis en train de crever. Et en fait, on m'a dit non, vous faites des crises d'angoisse. J'ai dit mais madame, des crises d'angoisse de quoi? Parce que ma vie, pour moi, à mes yeux, en mon nom, elle est parfaite. Je suis en Malaisie, mes enfants voilà, vont bien, et il me dit oui, mais vous avez très certainement quelque chose à l'intérieur de vous, etc., etc. Donc toute une histoire après de subconscient, machin, etc., qu'il faut un peu arriver à travailler. Et de là, j'ai commencé du coup à méditer un petit peu, me poser les bonnes questions, commencer à lire des livres, tu vois, m'orienter un peu différemment au niveau un peu, je vais pas dire spiritualité, mais un peu l'ouverture d'esprit pour essayer de lâcher prise sur certaines choses. Parce que certes, je travaille pas, mais je contribue quand même à mon foyer. Je suis quand même la femme de cette maison, je suis, tu vois, je suis là et du coup, c'est là qu'après j'ai pris les choses en main. Je vais faire les gâteaux ici, tu vois. Tu as perdu confiance en toi? Ah, complètement. Ah oui, parce qu'au bout d'un moment, tu te dis... est-ce que j'ai ma place finalement? C'est Anthony qui travaille. En fait, même sans moi, il peut tout gérer, quoi, tu vois. Je me suis dit, c'est lui le pilier financier un peu. Moi, je suis là, quoi. Tu vois, je suis là, mais en gros, tu déplaces la reine, tu peux la mettre à un autre endroit du jeu, ça serait pareil, tu vois. Ça changerait pas grand-chose au truc jusqu'à ce que tu comprennes finalement que, non, c'est toi l'épouse, non, c'est toi la mère, non, c'est toi qui anime aussi cette maison. Tu as toute ta place dans cette maison. Mais c'est vrai que tu peux paraître complètement désorienté quand tu te dis
En fait, ouais, je sers à quoi? C'est lui qui ramène l'argent, et en plus c'est un super papa, donc il gère les enfants comme moi je les gère aussi. Bon bah ok, bah, j'ai le côté ménage, super, tu vois. Donc tu perds un peu cette confiance. Donc il faut que tu arrives à te donner un objectif de je vais faire un truc, je vais créer un business, je vais, tu vois, se remotiver en fait à faire quelque chose, quand bien même tu t'étais déjà motivé. Pour venir ici, tu étais pleine de projets, pleine d'ambition, et finalement, tu arrives là et tu te rends compte que c'est pas que c'est différent, mais c'est pas forcément comme ce que tu l'avais imaginé. Donc j'ai eu ces crises d'angoisse, j'ai eu ce manque de confiance en moi, et de me dire qu'en fait, je suis là ou je suis pas là, ça change rien, quoi. Et ça, c'était terrible, jusqu'à ce que je le travaille. Comment on peut se sauver soi-même? Ah Comment on peut se sauver soi-même? Bah déjà en prenant conscience, je pense. En prenant conscience que de toutes tes questions, de tous tes problèmes qui pour toi sont des problèmes, qui aux yeux des autres ne sont pas du tout un problème, hein, parce que les autres ne voient que le côté extérieur, encore une fois de plus, de l'iceberg, mais ils ne voient pas à quel point il est en profondeur. Pour moi, quand tu arrives à prendre conscience de ce qui ne va pas chez toi, c'est-à-dire pourquoi tu fais tes crises d'angoisse, pourquoi en fait tu as peur, de quoi tu as peur, qu'est-ce qui fait que tu n'es pas en confiance, pourquoi tu sens que tu n'as que le rôle de la femme de ménage, etc. Tu peux travailler dessus, mais il faut d'abord prendre conscience. Et une fois que tu as pris conscience, pour moi, la chose qui m'a sauvée, c'était la méditation. C'est très bête ce que je vais te dire, mais en gros, tu écoutes des audios sur des affirmations positives, sur comment lâcher prise, comment bien dormir aussi, avoir un bon sommeil de qualité qui peut éventuellement réparer tes cellules un peu, qui te donnaient des idées un peu de travers, quoi. Parce qu'au bout d'un moment, je disais à Anthony, j'ai limite l'impression d'avoir des idées noires, tu vois. Et ça me faisait peur parce que je disais, comment moi, qui suis toujours active, etc., toujours dans le positif, j'arrive à penser ça de moi, tu vois. Que finalement, je ne sers pas à grand-chose, tu vois, j'ai pas de travail. Et pour moi, c'était impossible en même temps de me dire, juste je suis une femme et j'enjoy la life. Je pompe juste l'argent de mon mari à me dire je vais aller me faire les ongles. J'y arrivais pas. De toute façon, je n'y arrive pas. C'est pas dans mon esprit, tu vois. Donc, on se sauve quand on prend conscience de ses propres problèmes et qu'on arrive, alors avec de l'aide ou pas, hein, qu'on arrive à y remédier. Mais il faut mettre le point sur chaque problème. C'est-à-dire, il faut tous les énumérer. Il n'y a pas qu'un problème généralement. Tu as perdu confiance en toi, pourquoi ? Parce que il s'est passé ci, il s'est passé ça, ci, ça, ci, ça. Il faut travailler là-dessus. C'est, comme on dit, c'est blessure. Des blessures. Y a-t-il un rêve que tu n'as pas encore réalisé, mais que tu espères concrétiser un jour ? Alors, je n'ai pas de rêve, figure-toi. J'avais des rêves quand j'étais petite. Et en grandissant, je n'ai que des objectifs. Donc, ce ne sont pas des rêves, ce sont des choses que j'espère. Donc si c'est ça pour toi la définition que tu me dis rêve, si c'est espérer quelque chose, voilà, j'ai pas forcément de rêve, mais je n'ai que des objectifs. Mon rêve vraiment, ce serait de me dire on est toujours là en bonne santé, tu vois, parce que entre mes enfants qui sont tout le temps malades, il y a ci, il y a ça, etc. J'ai pris conscience aussi que vraiment quand on te souhaite à chaque fois la santé, la bonne santé, etc. Pour moi, ça voulait rien dire avant. Tu vois, oui, je te souhaite tous mes vœux, plein de bonne santé et tout. Pour moi, ça fait pitié. Tu me souhaites la santé, je m'en fous. Mais maintenant, bien sûr. Donc moi, mon rêve, ce serait qu'on soit toujours là. Tu vois, là, on est tous les quatre et qu'on soit toujours tous les quatre ensemble. Ça, c'est pour moi le rêve au long terme, tu vois. Sur du long terme, que ça dure, que ma famille dure, qu'on soit toujours en bonne santé. Parce que tu te rends compte que demain, il se passe un truc, on perd la santé, on perd ci, on perd ça. Tu détruis tout dans ta vie. Enfin, tout est détruit dans ta vie. Un enfant malade, moi je suis au bout de ma vie. À chaque fois, un de mes enfants qui est malade, je mets du temps à m'en remettre à chaque fois, moralement. Et pour moi, voilà, mon rêve, ce serait ça. Mais c'est pas, je sais pas si on peut appeler ça un rêve, mais pour moi, ce serait ça. Mais sinon, après, niveau professionnel, etc., non, c'est que des objectifs. On m'a toujours dit, fais de tes rêves un je sais plus quoi et fais de je sais plus quoi un objectif. Donc voilà, mes rêves sont des objectifs. Et j'y travaille.
Y a-t-il quelque chose que tu aimerais dire aux personnes qui souhaitent s'expatrier mais qui n'ont pas encore franchi le pas? Ah oui, bien sûr. Oui, c'est que vraiment, il faut y aller. Pour moi, il n'y a pas de miracle. Les gens peuvent te conseiller, ils peuvent te dire oui, si, ça, etc. On peut conseiller aussi les gens, mais quand on commence à donner des conseils qui ne vont pas dans leur sens, les gens pensent directement qu'on est jaloux, on est envieux, voilà, ils veulent nous mettre des bâtons dans les roues, etc. Donc moi, je dis toujours, quand quelqu'un veut s'expatrier et que le projet me paraît fou, c'est-à-dire je vais aller m'expatrier avec 1000 € et j'ai 3 enfants à scolariser, très bien, je vais te dire, pour moi ça me paraît un peu juste, mais tente. Parce que toi-même, tu te feras ta propre expérience. Tu ne peux pas compter que sur la parole des gens, la vie des gens, etc. Certes, c'est important pour prendre en compte certains points, mais il faut quand même se faire sa propre expérience. Tu veux t'expatrier avec 1000 €, 3 enfants, essaye. Essaye. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Il y a des raisons que ça ne marche pas aussi. Mais voilà, en gros, la personne n'a pas essayé, il faut vraiment qu'elle se lance. Même dans les projets les plus fous et les plus tordus, des fois on peut se dire, dans nous-mêmes on va se dire, attends, nous qui vivons sur place, on sait que ça ne fonctionnera pas. Mais en fonction de la personne, ça peut aussi très bien fonctionner. Une personne déterminée, une personne un peu ouverte ou folle d'esprit, ça peut très bien mener à des grands exploits pour moi. Donc oui, il faut y aller. Pour moi, il faut y aller.